Ah oui. Mon propos va s'inscrire en fait dans le contexte ouvert par Andrieux. Ça tombe très bien, puisque on a vu plus que entendu, on a entendu aussi. Et la vue, c'est théa en grec, et théa, ça a donné théatron, c'est-à-dire le lieu où l'on voit. Or, fort curieusement, il y a dans notre histoire européenne et dans l'histoire de la pensée dite occidentale, un conflit entre la vue, le toucher, la sexualité et l'intellection. Alors pour cela, il y a deux auteurs anciens à relire, c'est Aristote, c'est Thomas d'Aquin, et des auteurs beaucoup plus modernes, ce sont les manuels de littérature à l'usage des lycéens. Manuels autant à propos de la littérature d'ailleurs que de la sexualité. Alors, je vais vous lire ce que j'ai trouvé dans le manuel de littérature de mon fils lorsqu'il était en seconde, c'est-à-dire il y a 2 ans. Le théâtre se distingue de tous les arts du spectacle, danse, mime, cirque. Vous voyez Nathalie Cotard, faudra le rappeler ça à ceux qui utilisent le mot théâtre à propos d'autre chose que le théâtre stricto sensu. Tout à fait, mon cher Jean-Marie. Bien. Alors, spectacle, danse, mime, cirque, par la place qu'il accorde à la parole, mettant en scène le langage. Le théâtre est un genre pleinement littéraire. Comme il est écrit en vue d'une représentation, le texte théâtral appelle une lecture différente de celle que demande la poésie ou le roman. Classe des lycées, 2011. Alors, je suis toujours étonné par les gens qui fait, et cela est encore soutenu, y compris par des anthropologues comme Goudy, comme des douaniers Rousseau du théâtre, comme Yves Laurel, sur l'origine rituelle du théâtre. Parce que, on pourrait dire, le théâtre se distingue de tous les arts du spectacle par la place qu'il accorde à la sexualité, mettant en scène le corps. Le théâtre est un genre pleinement érotique, etc., etc. Or, ceci, en fait, a été fort clos, il a été refoulé de la théorie, et il y a très peu de cours dans les universités sur l'origine érotique du théâtre. Alors, seuls en ont parlé, justement, les obsédés de l'antisexe. C'est-à-dire qu'il faut toujours demander aux refoulés de nous montrer justement ce que nous refoulons. C'est ainsi qu'apparaissent des traits évidents, mais qui constituent ce que l'on a appelé les évidences invisibles. C'est-à-dire, c'est tellement admis qu'on n'en parle plus. Et dans ce film de Jean-Jacques Hano, il passe très bien. Alors, il faudrait mettre en marche le film. Vous le mettez en marche. Dans ce film, il y a énormément d'erreurs anthropologiques, ethnographiques, mais justement qui sont très significatives. En effet, Jean-Jacques Hano, c'est un film qui a eu une très grande célébrité au début des années 80, va présenter l'apparition d'Homo sapiens sapiens. Maintenant, on ne dit plus sapiens sapiens, on dit sapiens, ça suffit. Et cette évolution, en 1h30, elle va se faire par la sexualité. Il faudrait enlever le son, voilà. Elle va se faire par la sexualité, c'est-à-dire que
ces tribus archaïques, ces clans archaïques vont découvrir à la fois le feu, la fabrication du feu, et la copulation ventre contre ventre. Et en même temps, on va voir comment la pulsion scopique qui nous a conduits au théâtre, au spectacle, car qu'est-ce que c'est que le spectacle? C'est avec la copulation le seul moment, surtout dans nos sociétés où on l'a vu, il y a Google, il y a Internet, il y a les images, il y a la télévision, il y a énormément, après les peintures, hein, de médiums ou de médias entre les corps. Eh bien, le théâtre ou le spectacle vivant, c'est le seul moment avec la copulation, je ne dis pas la fécondation, puisque vous savez qu'il suffit d'un petit tube, hein, pour avoir un bébé. Enfin, je simplifie, docteur, mais c'est un peu ça. Alors, c'est le seul moment où il y a un face-à-face. On peut tout faire, aujourd'hui, plus ou moins, par médium technologique interposé. On peut même jouir, vous nous l'avez dit, il y a pas mal de sextoys, etc. Et vous avez vu le scandale, d'ailleurs, que cela provoque, quelquefois, quand l'évocation d'un sextoy apparaît place Vendôme, ce qui permet d'ailleurs de voir ce qui était refoulé, n'est-ce pas? Parce que moi j'avais vu un sapin et je n'avais pas du tout pensé qu'on pouvait s'amuser avec ça et obtenir des orgasmes à l'eau. Plus compliqué, enfin, mais ça on en parlera. Alors, Jean-Jacques Hano va nous présenter dans les premières scènes le réveil de la tribu ou du clan, et les femmes vont partir à la rivière. Et on va voir à ce moment-là s'éveiller un beau garçon, enfin un peu primitif, un peu archaïque, qui, à la fois reniflant et regardant, le voici, va apercevoir quelque chose qui va déclencher justement l'appétence sexuelle. Et il va bondir et il va forniquer de façon assez rapide d'ailleurs, sans grande préparation ni hors d'œuvre, et sans utiliser d'ailleurs le sedes libidinis de sa comparse. Il va utiliser la position dite de la levrette. Mais à la fin du film, ils ont découvert le feu et une jeune femme beaucoup plus évoluée lui a appris qu'il était beaucoup plus intéressant de se mettre ventre contre ventre. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est que le responsable de la gestuelle et du comportement était Desmond Morris, toujours en vie. Éthologiste vulgarisateur fameux, zoologiste, qui a fait fortune avec 2 best-sellers, Le singe nu, qui a été traduit dans une 40aine de langues, et Le couple nu, je crois que c'est Intimate Behavior en anglais. Or, ce qui a déclenché justement l'appétence sexuelle qui était plus ou moins endormie, mais prête à l'action, de ce jeune préhistorique man, eh bien, c'est la vue des fesses. Et voici ce que écrit Desmond Morris, un peu de lumière s'il vous plaît, pour que je vois bien ce qu'il a écrit sur la fesse. Les fesses. C'est un chapitre important, puisque Desmond Morris se livre à une vulgarisation, c'est-à-dire des idées courantes, reçues, qui plaisent, parce qu'on dit, tiens, c'est vrai, je pensais à ça. Hein? Et il parle des signaux secondaires sexuels, c'est-à-dire les signes secondaires de la sexualité, ce qui fait qu'on va être attiré par telle ou telle partie du corps de tel et tel sexe. Alors il faut dire que les anthropologues spécialisés dans la sexualité ont bien fait remarquer, après d'ailleurs Alfred Binet, que
ce qui importe dans l'appétence sexuelle, ce ne sont pas simplement ces signaux secondaires sexuels, mais quelquefois, par exemple au Japon, un coup, voire un coup, et Binet parle de l'émoi sexuel que l'on peut éprouver lorsqu'on voit un pied, un orteil, une petite partie de peau, car justement la corticalisation de la sexualité a permis à l'espèce humaine d'introduire le fantasme et l'imaginaire. Et d'ailleurs, là je citerai un autre passage d'un ouvrage que mon fils a étudié quand il était en seconde, sur la sexualité humaine. Mais passons à la description de Desmond Morris, les fesses. Si nous quittons le bassin et ses échos de substitution, et faisons par l'arrière le tour de la région pelvienne, nous voici face aux deux hémisphères charnus des fesses. Elles sont plus développées chez la femme que chez le mâle, et elles sont un trait caractéristique de l'espèce, qu'on ne trouve pas chez les autres primates. Si la femme devait se courber et présenter ses fesses au mâle, dans la posture type du primate qui invite à l'accouplement, ses parties génitales apparaîtraient encadrées par ces deux hémisphères de chair lisse. Cela explique qu'elles soient pour nous un signal sexuel important. Signal qui a sans doute une origine biologique très ancienne. C'est l'équivalent des turgescences sexuelles des autres espèces, à la différence près que chez nous, c'est la situation permanente. Dans les autres espèces, ces turgescences croissent et décroissent au rythme du cycle menstruel, atteignant leur maximum quand la femelle est sexuellement accueillante autour de la période de l'ovulation. Comme la femme est presque en permanence sexuellement accueillante, ces turgescences sexuelles gardent naturellement toujours leur relief. Au fur et à mesure que nos lointains ancêtres perfectionnaient la position debout, ils en vinrent à montrer, plus par devant que par derrière, leur partie génitale. Mais les fesses n'en gardèrent pas moins leur signification sexuelle. Sans doute, l'accouplement lui-même prenait de plus en plus la forme d'un face-à-face. Mais la femelle pouvait encore envoyer les signaux sexuels qui mettaient sa croupe en valeur. Et l'on peut voir au Louvre la démonstration de ce que Desmond Morris vient d'écrire. Habitué dès l'école à approcher le théâtre par la littérature, enclin, devenu adulte, à considérer le caractère sublime du théâtre, plus qu'à en admettre la trivialité, il nous est difficile de reconnaître l'étrangeté d'un phénomène qui s'enracine au plus profond des archaïsmes biologiques et cognitifs de l'espèce. Au temps des interactions médiatisées, l'adjectif vivant, dans spectacle vivant, met en évidence la spécificité d'une relation interindividuelle immédiate. Pour ces raisons, il devient légitime de considérer le spectacle vivant comme l'une des rares activités humaines symbiotiques et érotiques. Le formant bios, la vie organique en grec, exprime la puissance sémantique de l'adjectif vivant, exprime et effrite dans l'usage de la locution art et qui est effritée dans la locution art vivant, comme on dit langue vivante, par rapport aux langues mortes. De telle sorte que le théâtre, qu'est-ce que c'est? C'est un espace de liberté visuelle. Comme je ne pouvais pas publier en français sur ces questions de la sexualité, j'avais publié en anglais, bien sûr, ce qui était beaucoup plus accueillant, et dans un article où je parlais de free viewing space. Le théâtre est un free viewing space, et également un free touching space, c'est-à-dire un espace de liberté visuelle. De fait, dans l'espèce humaine, le regard est extrêmement contrôlé. Et c'est pour ça, c'est une question que je vous pose, si la débauche d'Internet n'est pas, en fait, une façon d'échapper au contrôle du
face à face, c'est-à-dire de la relation directe visuelle. Pour cela, il y a une expérience facile à faire. Vous vous promenez dans le métro à une heure de forte affluence et vous regardez attentivement. Il est possible que vous receviez un coup de couteau ou une gifle. Alors que, pour Internet, il n'y a pas de problème. Mais de même qu'à la Comédie Française, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que le regard est orienté. Or, le regard dans l'espèce humaine est également l'organe qui permet la hiérarchisation sociale, qui permet également d'établir des échelles d'intérêt, de telle sorte que on aperçoit autant chez les chimpanzés d'ailleurs que chez les humains, sur le plan statistique, on s'aperçoit que plus on est regardé, la star, et plus on est fameux. Quelqu'un qui n'est pas regardé, c'est quelqu'un, on le dira, couleur passe muraille. Alors on dira, les espions, ils cherchent à ne pas être regardés. C'est pour ça que le fantasme de l'espion, qui va d'ailleurs en relation avec la pulsion scopique, est très intéressant à étudier. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir aussi le développement théorique qui va faire que le théâtre va être comme la continuation des rites religieux et non pas de la ritualisation animale. Si l'on voit les exemples ou les schémas de Richard Schechner sur la notion de performance, le fameux éventail ou le réseau, le web, bon, qu'est-ce qu'on voit? Il parle de la ritualisation, des rites. Mais le terme ritualisation a été utilisé notamment en 1965 par Sir John Huxley lors d'un fameux colloque qui s'est tenu à Londres. Et Huxley avait rassemblé là toute une série de spécialistes, éthologistes, il y avait des psychiatres, le fameux Erickson, il y avait aussi un anthropologue américain qui s'appelle Turner. Et Huxley a introduit la notion de ritualisation du point de vue des éthologistes. Or, comment s'était-il pris pour inventer cette notion? En regardant ce que faisaient, pendant la période dite nuptiale, des grèbes huppés, des animaux. Cachés dans les roseaux comme un voyeur, ils regardaient les couples hétéros et animaliers, l'un faisant sa cour, et de fait, en dansant aussi bien que vous allez le faire, peut-être, cet après-midi, ou que vous le faites, et puis l'autre, estimant que oui, c'est pas mal, c'est bien, et puis, quand c'était très bien, acceptant l'acte copulatoire. Et un texte de Darwin qui n'est jamais cité, peut-être par censure, dit que peut-être que dans l'espèce humaine, nous avons cette même sélection copulatoire, bon, qui parfois chez l'homme est remplacée par des fonctions symboliques, telles que le carnet de chèques ou l'importance du statut social, etc. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quand cette idée de l'origine rituelle du théâtre est rappelée, on ne rappelle pas que la notion de ritualisation a également un fondement biologique. Et de même que la religion, ce que l'on appelle la religion, où les opérations rituelles religieuses sont relativement tardives et arrivent très très tardivement après les premières copulations. D'ailleurs, dans Nature d'octobre, vous avez un article très intéressant sur les premières copulations qui sont datées de 800 millions d'années. Il paraît donc que les premières copulations, puisque nous appartenons nous aussi à une espèce sexuée, eh bien, sont vieilles de 830 millions d'années. Enfin, on peut discuter aussi sur le nombre. Ce qui est intéressant
dans l'espèce humaine, ai-je appris dans les ouvrages que devait apprendre mon fils aussi, c'est que l'espèce humaine a fait passer dans la sexualité le plaisir avant l'acte nécessaire à la survie de l'espèce, qui est celle de l'engendrement. C'est-à-dire que la sexualité humaine n'est pas dépendante de la fécondation, elle est dépendante essentiellement des zones du plaisir, enfin d'après toujours le manuel de mon fils, hein, et de la recherche du plaisir. Alors, c'est très intéressant, puisque va se livrer au fil de l'histoire de la pensée occidentale un conflit entre le toucher, comme je le disais, la vue, qui est bifide. La vue, dit Aristote, repris par Thomas d'Aquin, c'est l'organe de la pensée. C'est pour ça que, par exemple, à la Renaissance, vous allez avoir toute une série de théâtrum, le théâtrum scientiae, le théâtre anatomique, le théâtre cosmologique, le théâtre météorologique, etc. Et, dans une petite annexe, eh bien, Thomas d'Aquin reconnaît que la vue, malheureusement, est aussi ce qui conduit à la concupiscence, et que la concupiscence est nécessaire à l'espèce humaine pour faire des petits chrétiens. Bon. Alors, je voudrais, pour ne pas perdre mon temps aussi, et surtout le vôtre, revenir aussi sur une partie de l'histoire qui me paraît très occultée des dictionnaires du théâtre, qui met en évidence le fait que si le théâtre, c'est-à-dire le spectacle vivant, a été condamné par nombre d'idéologies religieuses ou philosophiques, ce n'est pas en raison de l'interdiction des images, c'est en raison du comportement des performeurs, des artistes. Là, il y a quelque chose à travailler aussi. Comment se fait-il que l'artiste, c'est-à-dire l'acteur, l'actrice, est devenu, dans toutes les cultures du monde, un objet de désir et de concupiscence? Alors, j'ai quelques citations qui sont intéressantes. J'en ai aussi sur l'origine de l'art, puisque un philosophe écritif comme Herbert Reed, par exemple, a bien montré que l'origine de l'art est sexuelle. Parce que dans la sexualité, il y a cette poussée du vivant. Qu'est-ce que c'est que la sexualité aussi? C'est cette poussée de la vie qui fait qu'elle ne s'arrête pas. Et quand on demande à un biologiste, pouvez-vous nous définir ce que c'est la vie? Ils sont aussi embarrassés que les physiciens quand on leur demande, pouvez-vous définir l'énergie? Les physiciens répondent à propos de l'énergie, ben, l'énergie c'est ce que les physiciens appellent l'énergie. Bon. Et les biologistes, quand on leur demande qu'est-ce que c'est que la vie, ils sont bien embarrassés, et j'ai entendu à plusieurs reprises des amis et collègues me dire la vie, c'est ce qui est capable de se reproduire. Bon, mais dans la reproduction sexuée, comme le dit le Platon du banquet, il y a un gros problème. C'est que la reproduction sexuée, ça doit se faire à deux. Et comme le dit Aristophane dans le banquet aussi, le problème, c'est qu'il faut chercher des partenaires. Et comment faire pour chercher des partenaires? Il faut qu'il y ait du plaisir, il faut qu'il y ait de la récompense, il faut qu'il y ait de l'appétence. Et il est possible que le spectacle vivant ait été inventé, non seulement pour vivre des fantasmes, ça le conteur le fait très bien, la méditation et le rêve le font très bien aussi, mais pour surenchérir et mettre sur le récit, sur le conte, la présence physique qui fait que l'appétit va s'éveiller.
Et à ce propos, d'ailleurs, je pense à Lucrèce et à son De Natura Rerum, dont je vous conseille la lecture bilingue dans la collection Guillaume Budet. Parlant de l'amour, Lucrèce évoque le rêve. Et parlant du rêve, c'est-à-dire des images, ce dont vous nous parliez, il dit la puissance de l'image. Donc il dit bien image, hein. Enfin, c'est pas le texte latin sous les yeux, mais c'est pareil. La puissance de l'image est telle qu'un adolescent aux bourses gonflées va éjaculer lorsqu'il va rêver justement à des personnes fort attirantes. Bon. Et je pense que parmi vous, certains ont eu des rêves érotiques, et il est arrivé certainement au temps de votre adolescence, messieurs, d'avoir taché vos draps et de vous réveiller en disant « Ah mince, que va dire ma mère ?» Bon, mais qu'est-ce que c'est que le spectacle vivant? Le spectacle vivant introduit la motricité et le vivant dans l'image, puisque biologiquement, le rêve que les anglo-américains appellent le rapid eye movement, ou les Français avec Jouvet, enfin pas Jouvet le Louis, mais Jouvet le grand physiologiste, spécialiste du rêve à Lyon, appelle le sommeil paradoxal. Le rêve s'accompagne d'une atonie musculaire radicale. C'est-à-dire que quand vous rêvez, votre corps, votre tonicité disparaît. Heureusement d'ailleurs, parce qu'autrement vous seriez très agité. Alors ça arrive parfois. Alors que vous avez une période où vous ne rêvez pas et votre corps est vraiment relâché. Et ce qui permet d'ailleurs l'équilibre. Et Jouvet d'ailleurs s'amusait, lui, à joindre, enfin à faire des petits liens comme ça, sur des chats surtout, pour voir à quoi rêvaient les chats. Bon, maintenant c'est plus sophistiqué. Alors c'est très intéressant donc de retrouver cette jonction de l'imaginaire et de la présence physique. Mais la sexualité humaine est extrêmement complexe, elle est très subtile. De telle sorte que s'il arrive d'avoir des états lubriques devant un film pornographique, par une sorte d'automatisme, d'ailleurs il y a un laboratoire très intéressant qui s'est livré à des travaux là-dessus en mettant des capteurs sur le pénis de mâles, cobayes, et de faire passer des films pour voir si on réagissait. Ce qui d'ailleurs rejoint les travaux de Hess, cet Américain, sur la dilatation pupillaire, puisque, on en revient à la vue, après avoir étonné sa femme au lit, alors que lui lisait un livre animalier, il aimait beaucoup les animaux, sa femme s'est aperçue qu'il avait la pupille dilatée. Il lui a dit « Chérie, qu'est-ce que tu as ?»« J'ai rien, ça va ?» Et est-ce qui était intelligent s'est dit « Tiens, il y a quelque chose là. » Il est allé dans la salle de bain, il a regardé son œil qui s'était étréci, puis après, il a repris son bouquin, et bon, il est allé tout de suite dans la salle de bain avec le bouquin, il a vu que la pupille s'était dilatée. Le lendemain, il a demandé à son assistant, d'où du bon usage des assistants, de regarder une série de photographies, et lui ne regardait pas les photos, Hess, il regardait l'œil de son assistant. Et il s'est aperçu que son assistant, eh bien, il présentait une dilatation de la pupille devant certaines photos. Et les Américains, vous savez comment ils sont, certains, parce que s'il y a Castro à San Francisco, il y a aussi les Tea Party. Et les gens du Tea Party, enfin tout au moins les collègues du Tea Party, ils ont utilisé cela pour détecter justement les pervers sexuels. C'est-à-dire qu'on présentait à des gens des photographies, et par exemple des photos de petits garçons ou de petites filles tout nus, et puis on regardait leurs pupilles, et si ça se dilatait là où il ne fallait pas, ah, FBI. Bon,
Alors, oui, Aristote, oui. Je cite Aristote, puisque la dépravation des artistes ne date pas d'aujourd'hui, donc rassurez-vous. Pourquoi les artistes dionysiaques sont-ils le plus souvent des gens dépravés? Est-ce parce que la sagesse est le cadet de leurs soucis, préoccupés qu'ils sont par les nécessités de leur art durant la majeure partie de leur vie? Est-ce parce qu'ils passent une grande partie de leur temps dans l'ivresse et l'autre dans la misère? Les deux choses sont génératrices de perversion. Bon, vous savez qu'Aristote n'a pas très bien compris la tragédie, comme le dit bien Florence Dupont. Il n'a pas très bien compris non plus le problème des acteurs. Alors, il est intéressant de voir qu'en Corée, lorsqu'un missionnaire français des missions étrangères de Paris va partir pour la première fois pour apporter la bonne parole, évangéliser les Coréens, eh bien, donc à la fin du XIXe siècle, eh bien, il va regarder ce qui se passe dans la rue. Et il va écrire des lettres, des rapports que l'on peut consulter aux archives des missions étrangères de Paris. Et voici ce qu'il dit à propos des spectacles. Un mot des comédies. Il y a dans ce pays quelques comédiens ambulants allant en bande de côté et d'autre et donnant mesquine représentation à ceux qui la désirent, ou à défaut d'amateurs. Ils dansent sur la corde, font des tours de force, chantent, donnent effigie des comédies, etc. Tous ces gens-là sont de la vraie canaille et gagneraient peu, mais on craint leurs esclandres, qui sont fréquentes, étant même, je ne sais pourquoi, soutenues par le gouvernement. Ce sont ou des esclaves, des préfectures, ou des coureuses. Tout est très vil, et toujours prostitué. Toutefois, dans les représentations, on dit qu'il n'y a rien d'indécent. C'est une vraie comédie dont un seul homme remplit tous les rôles. Ils sont parfois très amusants, seulement la plupart de leurs contes sont trop lubriques, comme le désirent les spectateurs. En se modérant un peu, on trouverait là une vraie récréation. C'est là le théâtre des Coréens. C'est mesquin, dira-t-on, mais il est moins guindé que les théâtres d'Europe. Et c'est assez amusant, le père d'Avelu conclut en disant « et au fond, je crois, moins mauvais ». Je signale d'ailleurs qu'au XIXe siècle, il y a eu une thèse de médecine sur les méfaits du théâtre, écrite par un médecin pour une thèse de médecine, et cette thèse montre comment, justement, le théâtre conduit à la mort par toute une série de cascades. Premièrement, excitation de l'imagination. Deuxièmement, l'imagination excite la pulsion génésique. Et troisièmement, la pulsion génésique se satisfait par l'épuisement des sens. Et l'épuisement des sens, c'est-à-dire l'excès de masturbation, etc., et conduit à la tuberculose et à la mort. Et ceci se retrouve d'ailleurs dans de nombreux textes qui ont été repris. Pour cela, je vous renvoie à quelque chose qui est en voie de publication. Alors, c'est amusant aussi de voir les origines prêtées au théâtre, à l'origine du théâtre, dans d'autres cultures. J'ai encore 2 minutes là pour parler du Japon, puis après on parlera un peu de la Chine, si on a du temps, mais je crois qu'on va nous en parler aussi. Alors ça, c'est ça. Bon. Rapportons les origines mythiques du No, genre noble de l'art dramatique japonais. Zeami, que vous connaissez, n'est-ce pas, les étudiants en théâtre, résume avec décence le livre mythologique de Kojiki, 712. Dans le livre 4 de son traité de la transmission de la fleur de l'interprétation du No, qui a été traduit par Cipher pour une première fois, l'artiste moine, puisque Zeami était également un moine, raconte que tout aurait commencé avec la danse de la déesse Ame no Uzume devant la céleste demeure rocheuse. Et en fait, Cipher, dans une note extrêmement intéressante, montre que Zeami a censuré la légende.
En effet, il commente que dans cette chronique du 8e siècle, je cite, « Il est précisé que dans son état de possession, la danseuse avait dénudé sa poitrine et laissé tomber ses vêtements jusqu'au-dessous des parties secrètes, ce que l'on appellerait génitalia en français. Et qu'à ce spectacle, les 800 myriades de dieux rirent tous ensemble. » Voilà l'origine du no. Quant au kabuki, alors, son origine est également extrêmement joyeuse. Une danseuse qui se réclamait du temple d'Izumo, Okuni, se livrait en spectacle. Et en 1603 ou 1605, elle vient s'installer à Kyoto et présenta des danses prétendument bouddhiques sur des tréteaux improvisés. Des femmes la rejoignent, ainsi que des acteurs de kyogen, sans emploi. Le kyogen étant un genre un peu burlesque, etc. De cette rencontre naquit un mélange de danse et de farce qui connut le succès. D'autant qu'Okuni apparaissait vêtu de pantalons à la portugaise, la poitrine ornée d'un rosaire et d'une croix chrétienne. Travestie en bel homme, dans la deuxième partie du spectacle, elle négociait l'achat d'une prostituée dans une maison de rendez-vous dont elle ressortait en tenue légère. Prostituée, l'émoniale danseuse l'était également peu ou prou qui allait quémander l'aumône. Et la popularité d'Okuni, d'Odicifère, considérable, suscita des vocations. Des troupes de femmes se formèrent, tandis que les quartiers de plaisir se multipliaient. Et Elcifère rapporte que les premiers temps du kabuki furent un simple prélude à la prostitution des artistes. Je cite, « Les interprètes étant disponibles au plus offrant, après la représentation, il s'agissait avant tout d'exciter les désirs des spectateurs. Et à cet égard, un numéro intitulé « Jeu d'après le bain » semble assez révélateur du genre de spectacle proposé. Une trentaine de jeunes femmes apparaissaient en tenue légère, déclinaient leur identité, puis chacune, y allant de sa propre chanson, se livrait à des libations en prodiguant sourires et flatteries à l'assistance. Mais alors, la gourmandise sexuelle brassait tous les publics. C'est-à-dire que qui allait voir ça? Les aristocrates mélangés aux marchands, les gens du peuple, etc., etc., et le pouvoir central eut peur. De telle sorte qu'il interdit aux femmes de jouer, et on demanda aux jeunes garçons, les playboys du temps élisabétain, n'est-ce pas, de prendre le rôle des femmes. Et les jeunes garçons firent ce que les femmes avaient fait. C'est-à-dire qu'ils devinrent aussi des prostituées fort agréables à consommer. Alors, il y a, pour parler, j'ai encore 2 minutes? Ah oui, bon, il y a des traditions lubriques et de théâtre érotique au Japon, et d'ailleurs, à ce propos, je dois dire que si vous consultez le dictionnaire du théâtre de Corvin, il y a un article très intéressant d'Agnès Pierron sur le théâtre érotique. Agnès Pierron est une chercheuse libre, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais trouvé de poste à l'université, parce qu'elle s'intéressait au striptease forain, à des choses comme ça qui n'étaient pas du tout respectables, n'est-ce pas? Ni à la Sorbonne, et même à Paris 8, ou à Paris 3. Et de telle sorte qu'elle s'est intéressée au Grand Guignol. Et elle me racontait d'ailleurs que quand on a démonté le Grand Guignol, vous connaissez bien sûr le Grand Guignol, et elle c'est une spécialiste du Grand Guignol, on a trouvé que les petites... les endroits fermés où se trouvait le public étaient saturés de produits liquides séchés, qui attestaient une activité lubrique importante de la part des spectateurs. Toujours cette histoire d'excitation, rechercher l'excitation. C'est extrêmement intéressant. Et je vous signale qu'un certain nombre de pièces du Grand Guignol ont été publiées dans la collection Bouquins chez Lafon. Et que l'un des grands psychologues français, Alfred Binet, a été un auteur clandestin du Grand Guignol.
Alors, il existe au Japon une tradition de théâtre lubrique et avec des effets de scène tout à fait explicites, et on peut les voir encore. Et ceci nous enverrait du côté de l'utilisation des symboles phalliques, etc. À ce propos, je dois dire que, et là ça sera un coup de patte pour nos amis anthropologues, les spécialistes africains de l'art africain, que l'on a très longtemps appelé art primitif, ou même art ethnographique, et que l'on a mis au musée Branly, et pas au Louvre, bien sûr. Donc les spécialistes africains des créations esthétiques africaines disent qu'il est très étrange que la plupart des anthropologues aient fait des commentaires sur la symbolique. Par exemple, devant certaines Vénus archaïques ou devant certaines statues ityphalliques, c'est-à-dire présentant un sexe en érection, on y voit le symbole de la fertilité. Et les spécialistes africains disent on oublie tout simplement le rapport à la sexualité qu'il y a en Afrique, avant les missionnaires, et qui était relativement, qui n'était pas le nôtre, et qu'il y avait un certain plaisir à représenter de fait non seulement les fesses, comme on peut le voir donc au Louvre et dans les musées occidentaux, mais d'autres parties du corps. Alors, je vais m'arrêter là, et ce que je vous invite à poursuivre, c'est vraiment la recherche, justement, de ce qui s'est trouvé très longtemps enfoui dans les enfers des bibliothèques, et ce n'est que, par exemple, qu'à Malte, que j'ai trouvé en accès libre, dans l'ancienne bibliothèque des chevaliers de Malte, qui étaient français, d'ailleurs francophones, n'est-ce pas? Et avant que leur bibliothèque ne soit pillée par les soudards de Napoléon, des pièces érotiques qui ont été extrêmement abondantes. Car Agnès Piron, précisément, dit qu'il y a un théâtre érotique et que le théâtre érotique fait explicitement référence à la sexualité. Mais ce que je vous invite à travailler, et c'est le propos de l'ethnocénologie, qui est interdisciplinaire, c'est pour ça qu'elle n'est pas vieillotte mais d'avant-garde, elle brasse l'éthologie et les neurosciences, n'est-ce pas? Eh bien, je vous invite à travailler sur cette dimension du vivant, c'est-à-dire de la chair vivante et palpitante qui fait la caractéristique du spectacle vivant. D'ailleurs, nous sommes dans un face-à-face vivant, sans médiation. Voilà, je vous remercie.